Bonjour à vous et bienvenue dans ce qui devrait être la dernière vidéo que je consacre à Z et à sa biplate magnétique. Tant qu'il en restera à ces idioties, inutile de s'acharner sur l'ambulance. Le patient est mort depuis longtemps et le chauffeur roule consciencieusement de nid de poule en abysse argumentatif. Bref, tel le capitaine Smith à bord du coule tout seul, Z semble être le seul à ne pas saisir l'ampleur du désastre pourtant maintes et maintes fois annoncé. Bien, maintenant que j'ai posé l'ambiance, déroulons le scénario de la catastrophe. Je vous aurais volontiers épargné le résumé des épisodes précédents, mais il me faut pourtant répondre aux attaques que Z mène sabre au clair contre lui-même. Alors, vous savez, je trouve ça toujours étonnant, des globistes qui se foutent de la gueule des platistes créationnistes en disant ouais, l'éther, l'éther, l'éther. Mais regarde, mets ton nez dans ton miroir avec ta Colt Dark Matter Energy, etc. Mon ami Von Bobrov, s'il te plaît. Va chercher la matière noire et l'énergie noire avant de dire elle leur éther. Mais t'as vu, t'es encore plus con toi avec ta Dark Matter, toi. J'ai dit que Z serait bien en peine de caractériser les terres luminifères qu'il défend bec et ongle. La bonne façon de me répondre aurait été justement de nous donner les caractéristiques physiques de cet éther, preuve à l'appui, de manière à me clouer définitivement le bec. Mais non, Z préfère un autre angle d'attaque. Me renvoyer à l'énergie sombre et à la matière sombre tout en me demandant, non sans fermeté, de balayer devant ma porte. Fort heureusement, Z n'est pas avocat. Avec un tel système de défense, il aurait le pire taux de réussite de toute l'histoire de la justice belge. Alors analysons, si vous le voulez bien, la rhétorique développée ici. Petit 1. Z est incapable de démontrer et de caractériser son éther. Petit 2. Plutôt que d'admettre son échec, il préfère m'attaquer sur une autre proposition qu'il m'attribue, parce que, pourquoi pas, l'énergie et la matière sombre. Question. En quoi cela est-il de nature à renforcer sa théorie de l'éther? En rien. Précision, l'énergie sombre et la matière sombre ne sont pas des faits solidement admis par la science. Ce qui est admis, c'est que les observations montrent que tout se passe comme si cette énergie sombre et cette matière sombre existaient, lorsque les observations sont analysées au travers de la théorie de la relativité. Partant de là, deux hypothèses. La première, c'est que la théorie de la relativité est incomplète ou erronée. La seconde, cette énergie sombre et cette matière sombre doivent pouvoir être expliquées. Mais quelle que soit l'hypothèse qui sera validée, nous n'en sommes pas encore là. Jamais cela ne remettra en cause la forme de la Terre ni sa révolution autour du Soleil, qui sont des faits observables, démontrés et mesurables. Si Z n'est pas d'accord, grand bien lui fasse, mais il lui faudra déployer un peu plus d'intelligence et de méthode que ce dont il a été capable jusqu'ici pour pouvoir démontrer qu'il a raison. Refais ça comme un vrai, hein, s'il te plaît. l'ISS. Enfin, elle est ronde, pas tant que ça. Hein. En réalité, déjà, elle est fort aplatie. Hein. C'est un petit peu un ballon de rugby. Ok. Herman van Leeuwenhoek, tu me refais ça, hein. D'ailleurs, c'est qui le mec qui a le programme, Herman? C'est pas toi qui a, c'est un autre qui a un programme là. Il a un programme et vous utilisez un peu son boulot et vous le remerciez souvent après les simulations. Donc voilà, revois ton truc. Donc Herman, qu'est-ce qu'il nous fait encore, Herman? Alors, pour commencer, rendons à César ce qui lui appartient. Oui, je me suis très fortement inspiré des animations de Joss Lace, que j'ai toujours trouvé sublimes, tant sur le plan technique, animation, aspect visuel, que sur le plan de la démonstration simple et évidente. Ceci dit, je n'ai absolument aucune idée du logiciel qu'il utilise. Je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit d'un logiciel d'image de synthèse comme il en existe beaucoup, les plus connus étant Maya, Studio 3D, Cinema 4D ou encore Blender. Pour ma part, j'utilise Blender. J'ai modélisé et animé moi-même ma Terre biplate tono-sphérique. Je n'ai repris que l'idée de Joss Lace, pas son logiciel ni son fichier. On va commencer tout de suite parce que les simulations, je vais vous montrer les simulations de Herman van Leeuwenhoek. Les amis, ne tombez pas par terre. Alors, on va commencer à celle-là et
Ah ok, on y est. Herman, il nous fait une simulation sur ça. Regardez, c'est ça. Alors, Herman, c'est à droite, c'est un cartoon, et à gauche, c'est Sophie Vanek, l'astrophysicienne. Alors, Herman, qu'est-ce qui se passe? Tu me refais ton cartoon, mais allez, au moins avec la dernière version de la forme de la Terre. Hein. Bon, ouais, c'est pas dans les films, c'est pas dans Star Wars, c'est pas, mais bon, ben, c'est à l'université. Herman van Leeuwenkopf. J'en ai marre de m'en prendre à toi. Je suis pas vraiment quelqu'un qui s'en prend inutilement aux gens comme ça. T'as l'air d'un gars gentil. T'as pas l'air d'un gars méchant, toi. T'as pas l'air vraiment d'un gars méchant. Donc, viens en discuter. Viens contredire. L'ISS. Enfin, elle est ronde, pas tant que ça. Hein. En réalité, déjà, elle est fort aplatie. Hein. C'est un petit peu un ballon de rugby, d'accord, qui est allongé à l'équateur et puis un peu aplati au pôle. Et puis en fait, voilà, c'est même pas exactement un ellipsoïde de révolution. Parce que, bon, alors là, évidemment, les contrastes sont très augmentés sur cette image. Mais néanmoins, vous voyez, c'est un espèce de patatoïde avec une dépression ici, dans l'océan Indien, et puis ici, des zones un peu plus surélevées, d'accord? Voilà. Alors oui, ça, alors voilà, Herman. Z n'a pas aimé que je le tacle sur le fait qu'il préfère se contenter des images en oubliant le texte. Et pour nous montrer qu'il a bien retenu la leçon, il recommence. Tout d'abord, vous remarquerez qu'à son habitude, Z ne nous passe que l'extrait qui l'intéresse, et il glisse sous le tapis tout le reste de l'intervention de Sophie Vanek. Revenons donc un peu en arrière. Je vais me mettre comme ceci. Donc, bon, on va partir depuis le début. Hein. Déjà, il fallait, avant d'étalonner l'univers, il fallait comprendre un petit peu les dimensions de la Terre. Puis ça n'a pas été tout à fait évident. Puis avant même de la mesurer, puis de connaître les dimensions, il fallait connaître sa forme. Et ça, c'était encore moins évident. Hein. On le voit encore à l'heure actuelle par le nombre de, finalement, de sites web complètement farfelus qui déclarent que la Terre est plate. Hein. Bon, eh bien, déjà Aristote, donc. Avant Jésus-Christ, là, qui a vécu entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, eh bien, il s'était rendu compte que la Terre devait être ronde. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, lors d'une éclipse de lune, donc là, on a la Lune qui passe dans le cône d'ombre de la Terre, d'accord? Donc, il y a le Soleil, il y a la Terre, et donc la Terre produit un cône d'ombre derrière elle, et puis la Lune passe dans ce cône d'ombre. Eh bien, en fait, on arrive à voir ici, vous voyez là, on a un peu la Lune qui est dans l'éclipse, et puis ici à gauche et ici à droite, la Lune hors éclipse. Eh bien, on arrive à voir que le cône d'ombre de la Terre, en fait, il est circulaire, d'accord? Donc ça, c'est un argument que déjà Aristote avait avancé pour dire que la Terre devait au moins avoir la forme d'un disque, hein, peut-être pas d'une sphère, mais au moins d'un disque. Alors, Terre sphérique, oui, et ça on le savait même déjà depuis bien avant, vous voyez, parce que c'est Parménide d'Élée. Donc là, on est bien avant, on est on va dire en moins 500 avant Jésus-Christ, donc qui avait fait l'expérience suivante, évidemment, quand on voit sur la mer un bateau apparaître, on va voir d'abord apparaître son mât, et puis seulement quand il est très près, la coque, d'accord? Et ça, c'est dû à la rotondité de la Terre. Donc ici, cette image-ci est une image moderne pour vous exprimer la même chose. Vous voyez le sommet des éoliennes, mais vous ne voyez pas finalement leur socle, simplement à cause de la rotondité de la Terre. Alors, un autre argument aussi, c'est de réaliser, mais pour ça, il faut déjà un peu voyager, que les constellations sont différentes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc voilà, la Terre apparaît, a visiblement la forme d'un disque à cause des éclipses lunaires. Elle semble sphérique. Donc les anciens grecs savaient déjà que la Terre était ronde. Mais en fait, vous le savez, je pense que c'est Ératosthène, en 276-194 avant Jésus-Christ, qui a mesuré pour la première fois. Je doute qu'il puisse obtenir un jour de sa part la confirmation de sa biplate. Finalement, de sites web complètement farfelus qui déclarent que la Terre est plate. Hein.
Observons maintenant la patatoïde que nous présente Z comme preuve que la Terre n'est pas une bouboule, comme il dit. Ici, clairement, Z n'a pas lu le texte. Les ondulations du géoïde sont multipliées par un boost factor de 10 000 pour les rendre visibles, soit pour un Z de 1,80 m, estimation parfaitement arbitraire, j'avoue. Sa représentation sur l'image lui donnerait une hauteur apparente de 18 km. Ensuite, cette patatoïde représente les anomalies gravitationnelles de la Terre, pas la Terre. Il se pose des questions pour la biplate. Et là, il applique les règles de son cartoon. C'est ça, hein. Il applique les règles de son cartoon, qui n'est même pas un reflet de la réalité consensuelle. Hein. La Terre, c'est pas ça, hein. C'est pas ce que Herman il nous fait. Hein. Je suppose que voilà. La Terre, c'est pas ça. Hein. Herman il nous fait ça. Mais ça, Herman, c'est un cartoon. Ok? C'est un cartoon. La Terre, elle n'est pas comme ça. Alors, revois ta copie. Hein? Regarde bien ici, et regarde bien ça. Et il veut appliquer les règles de son cartoon à la biplate. Z me reproche de vouloir appliquer les règles de mon cartoon à sa biplate. Là, clairement, il ment. Soit parce qu'il était trop énervé pour vérifier ou comprendre ce que j'ai dit et fait, soit parce que ça l'arrange bien. Ici, je ne fais qu'appliquer au globe et à sa biplate les angles d'élévation du Soleil à un instant T sur un même méridien. Si ça colle mieux avec le globe qu'avec sa biplate, tant pis pour lui, il n'a qu'à en tirer les conclusions qui s'imposent plutôt que de partir dans ces délires qui lui sont propres. D'autant qu'un peu plus tard... Il va prendre des sites internet sans aller prendre des mesures. Il dira, le site internet a dit que... Et tu sais, Herman Van Bobrov, combien de sites internet se plantent dans les azimuts? Ils se plantent de 1, de 2, de 3 degrés. Là, je lui dirais qu'il faudrait qu'il choisisse. Ou bien ce sont les mesures qui sont fausses, ou bien ce sont les principes de mes cartoons. Mais surtout ce qu'il aurait dû faire, pour bien montrer que je m'étais vautré comme une grosse merde, c'est de nous opposer ses propres mesures. Ah, ben non, il n'en a pas. Et pense-t-il vraiment qu'en employant une Terre avec sa réelle configuration, le globe imparfait, mes résultats seraient plus stupides qu'avec sa biplate? Si oui, c'est à lui de le démontrer. Là encore, bon courage. Mais il manque pas quelques couches là, Herman? Les fameuses couches. Herman, ça, tu crois que c'est moi, ça? Ça? Non, mais t'es sérieux? Tu crois que c'est moi, ça, Herman? Tu crois que c'est moi, ça? Ben ça, tu le fais avec la patatoïde. Ce truc ici, je vais un peu diminuer, comme ça on voit les deux fenêtres, voilà. Ça, Herman, tu l'appliques maintenant avec ton modèle de patatoïde. Mets-nous quelques couches. Mets-nous déjà au moins quelques couches. Mets-nous au moins 1, 2, 3, 4, allez, 5 couches. Hein? La couche de l'eau, la couche de l'atmosphère qui va jusqu'au vide, et puis encore une couche, et puis encore une... Mets-nous ça. Et tu nous refais ton cartoon pour voir si ça fonctionne. Comment ça marche sur une biplate? Ben ça marche. Attendez, on va essayer de... ce qu'elle est. Je vais plutôt te montrer. Là. Il n'y a pas une suivante où on voit un peu mieux? Ça. Hein, quand même, Herman van Leeuwenhoek. Tu vois qu'on fait courber la lumière. Tu vois que je peux avoir... alors, en plaçant, bien sûr, alors je ne sais pas mettre quelque chose ici, c'est une diapo. J'arrive pas à pointer avec ma souris dessus. Mais avec une biplate, ça, regarde, cette atmosphère courbée aussi, qui suivrait la logique du double torus. On a de la lumière au-dessus en dessous. Attention, grosse fatigue chez Z. Comme il sent bien qu'il foire toutes ses dénégations, Z nous ressort ici le vieil argument de ses frères 2D. Le mont Canigou, vu depuis Marseille, argument recyclé par Nofir avec la Corse vue depuis Grasse. Belles images, ceci dit. Donc, pour asseoir définitivement la supériorité de ces simulations sur les miennes, il nous ressort ça. Ce qui, remis à la bonne échelle, donne ça. Oui, Z, on t'a déjà dit de ne pas te contenter des images. Cet effet se joue à quelques degrés de l'horizon dans des conditions météorologiques si particulières qu'on ne peut le voir que quelques jours par an. Mais chez Z, cela se traduit par plusieurs dizaines de degrés au-dessus de l'horizon toute l'année.
Même question pour Nophir. Combien de jours par an peut-il voir la Corse depuis Grasse? Mais pire que tout, chez Z, plus la lumière a d'atmosphère à traverser, moins l'effet de réfraction est prononcé, avec encore et toujours un indice de réfraction atmosphérique de 1,0002. Enfin, j'adore. On est passé de la bouboule, il nous a fait une biplate, hein, quelque chose qui ressemble, hein, parce que le bord, l'équateur, les mecs, voilà, faites les mesures et donnez-nous-les. Pas les calculs. Moi, je prends plus les calculs. Z me reproche les dimensions que j'ai données à la biplate. Mais lorsque je lui ai demandé des précisions à ce sujet, il s'est empressé de botter en touche. Mais ce serait à nous de mesurer son délire? Grosse fatigue, Z, grosse fatigue. Voilà, ça c'est pas pour des Freddy Petitchat, ça c'est pour du Herman Van Bobroff, mais ça va le faire fuir parce que lui il est déjà plus loin dans l'histoire. Le mec il veut nous enfummer avec la fin de l'histoire. Mais non, revois le début de ton histoire. Ou quand Z n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Il me reproche d'être à la fin de l'histoire quand on n'en a pas le début. Là, je commence à m'inquiéter pour ses capacités cognitives. Nous vivons à l'instant T. Nous pouvons faire des mesures à cet instant T. Mais personne n'était là il y a 4 milliards d'années pour faire ces mesures. Ou alors, que Z m'explique. Nous en sommes donc réduits à faire des hypothèses quant au déroulé de l'histoire entre l'instant 0 et aujourd'hui. Hypothèses que l'on peut ensuite tester avec des modèles informatiques pour les valider ou les invalider. Or, Z part de l'incapacité de ces modèles informatiques à donner le résultat escompté, c'est-à-dire ce qui est observé aujourd'hui, pour décréter que ces observations sont fausses. Est-il encore capable de comprendre la bêtise de ce raisonnement? Ah, lui, c'est lui. C'est lui. Il ne veut pas. So these are the fundamental properties of all matters in this universe. And this is how something becomes materialized when something condenses in some certain energy where wave cancel and become condensed into matter. So we'll study this a little more in details. And of course, once it's condensed, it's not just forming a sphere. They actually form a disk. Ok. On va garder ça en tête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il parle de théorie de la création. Ici, Z nous passe juste l'extrait qui va bien. Pas de référence pour retrouver la vidéo originale, contentez-vous de ça. Puis, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. La preuve, entre guillemets, que Z nous présente n'est en l'état pas vérifiable, puisque nous n'avons pas accès à la vidéo intégrale. Elle n'est donc pas recevable. Maintenant, je défie Z de nous sortir l'extrait où Kong Pop Huyen dit clairement que la Terre est une biplate magnétique avec un soleil qui tourne autour. Le nouveau rapport scientifique apporte un autre coup dévastateur à la théorie standard de la formation des planètes. Ces dernières années, nous avons présenté une série de découvertes étonnantes qui confondent complètement l'hypothèse nébulaire vieille de plus de 2 siècles et demi. La théorie de l'univers électrique a toujours proposé que les planètes ne se forment pas par accrétion dans des nuages nébulaires qui s'effondrent par gravitation. Nous avons affaire ici à ce que l'on appelle une cosmologie alternative. Ce modèle, il ne s'agit pas d'une théorie au sens scientifique du terme, n'est pas forcément idiot, mais il n'est pas validé par un consensus de scientifiques. Des modèles alternatifs, il en existe d'autres, Monde en est un exemple. Mais si ces modèles alternatifs ne sont pas validés, c'est soit par manque de preuves, soit par leur faiblesse conceptuelle. Les gens qui défendent ces modèles ne sont pas pour autant tous des hurluberlus. Leur modèle n'est tout simplement pas meilleur que le modèle standard. Peut-être que dans l'avenir, l'un de ces modèles démontrera sa supériorité sur le modèle standard, ouvrant de nouveaux champs de recherche et de compréhension de l'univers. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et aucun de ces modèles alternatifs ne défend l'idée d'une Terre plate, qu'elle soit 2D ou 3D. Au contraire, Walt Thornhill, conseiller scientifique principal du projet Thunderbolts, a toujours proposé 2 mécanismes de formation de la planète. L'une est la formation de planètes par effet électromagnétique de pincement Z,
le long de mêmes filaments où les étoiles sont maintenant connues pour se former. Et d'autres planètes sont ensuite éjectées des noyaux des géantes gazeuses. L'hypothèse de l'accrétion a échoué à la fois expérimentalement et par observation. Wallace Thornhill et l'univers électrique. Jamais validé par les observations. Quant à lui faire dire à lui aussi que la Terre n'est pas un globe, imparfait, il faut le préciser sinon Z chope des boutons, mais une biplate magnétique dans un modèle géocentrique, bon courage. Comme indiqué dans un récent rapport de Nouvelles, selon l'histoire traditionnelle de l'origine du système solaire, les planètes formées lentement de l'accrétion sous forme de particules dans le disque circumstellaire groupées en gros cailloux, puis en sphères légèrement plus grosses, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur taille actuelle. Mais quand les scientifiques tentent de recréer cette histoire avec des modèles informatiques, ils tombent en panne. Plutôt que de croître, ces planètes naissantes ont tendance à se briser après avoir atteint la taille d'un galet. Je ne résiste pas à l'envie de vous donner le paragraphe suivant, que Z a, comme d'habitude, consciencieusement oublié. Entrée l'hypothèse Born-Big. Lesvorny et bien d'autres pensent maintenant que la gravité entre en jeu une fois que les amas du disque circumstellaire atteignent le stade de cailloux, rassemblant rapidement d'énormes quantités de matière pour former une énorme nouvelle planète. Dans le système solaire interne, cela produit de petites planètes rocheuses telles que la Terre. Plus loin du Soleil, nous avons des géantes gazeuses. Ici, pas de biplate magnétique géocentrée, pas de gravitation à valider. Z vient encore de se tirer une balle dans le pied pour ne pas changer. Et aujourd'hui, de nouvelles recherches scientifiques sur les conditions de formation des planètes dans ce qu'on appelle les systèmes à étoiles jeunes ont porté un autre coup choquant à la théorie standard. Dans un article publié dans la revue Astronomie et Astrophysics, les scientifiques décrivent leurs tentatives pour déterminer la quantité de matière présente dans les disques autour d'étoiles dont on pense qu'elles ne datent que d'1 à 3 millions d'années. Lorsqu'ils ont comparé leur estimation aux masses de systèmes stellaires qui ont complètement formé les planètes, ils ont réalisé que les soi-disant jeunes étoiles... Ici, le terme « soi-disant » est une contribution personnelle de Z, qui se permet d'essayer de nous faire passer en douce ses propres commentaires basés sur absolument aucun fait scientifique, comme si ces commentaires provenaient des scientifiques. Ce qui n'est pas le cas. Jamais vous ne trouverez le terme « soi-disant » dans l'article. À part ça, Z n'est pas un enfumeur, non, c'est pas son genre. n'avaient pas assez de matière dans leur disque pour éventuellement former des planètes. Prenez le temps de lire l'article. On y parle bien de formation de planètes en révolution autour d'une étoile. On y parle bien de l'effet de la gravité. À moins que les masses de poussière des disques ne soient sous-estimées de plus d'un ordre de grandeur, ce résultat remet en cause les théories actuelles de la formation des planètes selon lesquelles la formation des planètes ne devrait pas être un processus très efficace. Nous discutons de deux scénarios pour expliquer cet écart. Petit 1, une formation précoce de noyaux planétaires à des âges de 0,1 à 1 million d'années, lorsque les disques peuvent être plus massifs que ceux, beaucoup plus anciens, qui sont généralement observés. Et, petit 2, la possibilité que les disques soient reconstitués par de la matière fraîche de l'environnement au cours de leur vie, de sorte que la quantité totale de matière disponible pour la formation des planètes dépasse largement celle observée dans le disque à un moment donné. Afin de confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses, il est important d'obtenir des mesures des masses de poussière de disques et des mesures de distribution de taille de poussière dans des disques dans des régions plus jeunes et dans des objets plus enfouis, classe 0,1.
et de déterminer combien de disques sont réapprovisionnés en matériaux de l'environnement tout au long de leur vie. Ici aussi donc, Z nous sort un petit passage d'un texte pour, soi-disant, démontrer que le modèle d'accrétion des planètes ne fonctionne pas, ce que ne dit jamais l'article cité. Mais en plus, cet article confirme bien que les planètes tournent autour de leur étoile, et non l'inverse. Bref, encore une fois, Z nous enfume et se tire une balle dans le pied. Mais comme ce n'est pas encore assez douloureux pour lui, il s'en tire une seconde dans la foulée. Le casse-tête est décrit dans un récent rapport de physique.org. Ici, Z cite l'article de physics.org, qui cite lui-même l'article de Astronomy and Astrophysics que nous venons de voir. Comme si le fait de raconter 2 fois la même ânerie allait lui donner plus de crédit. Qui déclare « Jusqu'à présent, les scientifiques de l'espace pensaient que les systèmes d'étoiles se forment en raison de la poussière de l'espace fusionnant dans une étoile. Une fois l'étoile démarrée, un disque protoplanétaire se forme généralement autour de l'étoile. On pense que le gaz et la poussière qui composent le disque sont des restes de matériaux impliqués dans la création de l'étoile. Au fur et à mesure que le temps passe, le matériau dans le disque a tendance à s'agglutiner jusqu'à ce que la gravité prenne le dessus, attirant davantage de matériaux dans le disque. Finalement, la plupart du matériel du disque est incorporé aux planètes qui gravitent autour de l'étoile. Mais ces nouvelles preuves suggèrent qu'il n'y a pas assez de matériaux dans le disque du système des étoiles précoces pour créer le nombre et la taille moyenne de planètes qui existeront quelques millions d'années plus tard. Ceci dit, encore une fois, le commentaire de physics.org parle bien de planètes tournant autour de leur étoile. À aucun moment, il ne dit que le modèle d'accrétion a échoué. Ça, c'est uniquement l'interprétation de Z qu'il aimerait nous vendre comme une conclusion des scientifiques. Conclusion qu'ils n'ont jamais évoquée. Nous avons donc là 2 études astronomiques portant sur 2 sujets différents, mais qui proposent toutes les 2 la même hypothèse pour expliquer les observations surprenantes par rapport au modèle d'accrétion actuellement admis. Le phénomène d'accrétion pourrait être plus rapide et efficace que ce qui avait été jusque-là envisagé. Conclusion selon la logique scientifique, le modèle d'accrétion ne fonctionne pas, la Terre est plate. À se demander si Z est capable de lire et de comprendre les articles qu'il nous présente comme des preuves de son délire. Et lorsque j'emploie le terme délire, il ne s'agit pas d'un terme insultant ou péjoratif, il s'agit d'un terme bien défini. Je ne vous renverrai pas vers la définition médicale car je ne suis pas compétent pour porter un diagnostic, mais le discours de Z pose bien des questions à ce sujet. Bien, maintenant que Z nous a montré toute l'étendue de ses preuves et de sa méthode scientifique, peut-il nous dire comment, selon lui et d'après ses preuves, on passe d'un disque de poussière tournant autour d'une étoile à une Terre biplate solide avec un soleil qui tourne autour? Bon courage. C'est des disques. C'est des disques. Après, qu'est-ce qu'on voit après? Bah, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on voit après? Je dis, ouais, mais Z, regarde quand même, il y a une courbure là, attends, il y a une courbure là, quand tu te mets comme ça, on voit une courbure. La Lune, c'est une bouboule. Il faudrait que j'agrandisse un peu, parce que, désolé, l'image est un peu... Je viens de voir, excusez-moi, c'est un peu pourri. Comme d'hab, hein, comme... Je vais me dire, Z, tu changes pas tes manières, c'est du vrac. C'est du vrac, ok. Regarde, je vais essayer de... Regarde, tu vois ici, il y a une courbure là, sur le côté. Tu vois, sur le bord. Tu vois, sur le bord. Il y a une courbure, regarde, la Terre, c'est une bouboule. Eh ben, ils nous font le même truc pour la Lune. Ils disent, regarde, ah non, on voit qu'une face, mec, on voit qu'une face. Même si tu me mets, t'essayes de deviner quelque chose sur le bord en disant, ouais, regarde, il y a une courbure, ça veut dire que c'est une boule. La science, scientifiquement, c'est invalidé. Il n'y a aucun modèle qui explique bouboule. Ce qui est observé, c'est du Sophie Vanek, et en réalité, ce que c'est, ben, on est en train d'observer des disques. Ici, Z persiste et s'enterre un peu plus que nécessaire.
Il continue à jouer avec ses demi-globes en verre, affirmant à qui veut bien encore l'entendre que ça explique, selon ses dires, l'apparente rotondité de la Terre, de la Lune, ainsi que les incohérences manifestes des mesures que l'on peut faire dans la réalité de l'élévation du Soleil rapportée à sa biplate. Donc, l'atmosphère magique de Z doit être de forme hémisphérique dans l'hémisphère nord et hémisphérique dans l'hémisphère sud. Elle doit présenter un indice de réfraction de 1,4 comme ces deux blocs de verre, là où l'atmosphère terrestre a un indice de réfraction de 1,0002 à 1 bar de pression et à 20 degrés. Sachant que l'indice de réfraction diminue avec l'altitude et la diminution de pression pour atteindre 1 dans le vide, soit aucune réfraction. De plus, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer indique une hauteur de la colonne d'air sensiblement égale partout sur Terre. Mais c'est appliqué avec l'atmosphère. Alors encore une fois, ceux qui me racontent qu'autour du globe, la patate, l'atmosphère, il a altitude équivalente autour de la bouboule, vous prenez des gros risques. Hein, vous prenez des très très gros risques. Hein. C'est plutôt faites gaffe. Alors me poser la question, mais quelle est la hauteur de ton atmosphère ? Bon, ben, je voudrais bien aussi, mais il faut plus de données. Si ça emmerde Z, libre à lui de faire la démonstration inverse. Bon courage. Dernier détail emmerdant pour Z. Que se passe-t-il si on prend de l'altitude depuis l'équateur ? On voit toujours une bouboule apparente ou une crêpe d'épaisseur indéterminée ? Quelle que soit la réponse de Z, il lui faudra nous expliquer en quoi, comment et selon quelles données empiriques cela confirme sa biplate. Mais là où Z nous montre toute sa capacité à pratiquer la fuite en avant, c'est qu'il nous vend aussi son atmosphère magique pour la Lune, Vénus, Jupiter, Mars. C'est des disques. C'est des disques. Après, qu'est-ce qu'on voit après ? Bah, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on voit après ? Je dis, ouais, mais Z, regarde quand même, il y a une courbure là, attends, il y a une courbure là, quand tu te mets comme ça, on voit une courbure. La Lune, c'est une bouboule. Il faudrait que j'agrandisse un peu, parce que, désolé, l'image est un peu... Je viens de voir, excusez-moi, c'est un peu pourri. Comme d'hab, hein, comme... Ça va me dire, Z, tu changes pas tes manières, c'est du vrac. C'est du vrac, ok. Regarde, je vais essayer de... Regarde, tu vois ici, il y a une courbure là, sur le côté. Tu vois, sur le bord. Tu vois, sur le bord. Il y a une courbure, regarde, la Terre, c'est une bouboule. Eh ben, ils nous font le même truc pour la Lune. Ils disent, regarde, ah non, on voit qu'une face, mec, on voit qu'une face. Même si tu me mets, t'essayes de deviner quelque chose sur le bord en disant, ouais, regarde, il y a une courbure, ça veut dire que c'est une boule. La science, scientifiquement, c'est invalidé. Il n'y a aucun modèle qui explique bouboule. Ce qui est observé, c'est du Sophie Vanek, et en réalité, ce que c'est, ben, on est en train d'observer des disques. Comment peut-il démontrer que son hypothèse est la bonne ? Il ne peut pas, mais il faudrait pourtant l'accepter sans rechigner. Alors, bon, bah, les Turcs, ils ont pris un sale coup, hein, quand même. Hein. Tu vois, Herman van Bobrov, il s'en est pris aux Turcs en disant, ouais, bah, écoute, ils savent pas, Z, comme si, ils savaient pas utiliser un drone, quoi. Tu vois, ils sont complètement bêtes, ils sont stupides et bêtes, et Herman van Bobrov, c'est le plus malin. Non, mais les Turcs, ils ont déjà fait quelques pays du monde avec leurs drones, et ça fonctionne partout, sauf là, la calibration Mister, machin, là. Un peu dans ça. Alors, il a insisté quand même, hein, sur le truc de calibration. Hein. Il a insisté. Hein. Petite précision pour même faire... situé à l'équateur, à 13 km de la capitale, il nous fait, fait du tourisme aussi. Fait-nous un truc touristique. Il n'y a pas de problème, Van Bobrov. Mais tu crois qu'il n'y a que ça là-bas tu sais, il y a eu plus que les Turcs quand même, qui se sont cassés les dents à l'équateur. Ah ouais, il nous a mis l'autre avec ses jambes là. Regardez, et Quito, c'est pas exactement là. Ah ouais, les amis, le champ magnétique, il est fluide, il bouge pas. Il n'est pas dynamique, le champ magnétique. Alors il ose nous faire, regardez... la modification, bah écoute,
C'est la NOAA, ça, c'est pas moi. Moi, j'utilise ce qui est acceptable, au moins ce qui montre. Il y a bien une symétrie, il y a un équateur magnétique et il y a deux champs, deux zones polarisées différemment. Bon ben voilà, on est dans ce cadre-là. Comme quand toi, il disait, là, le Herman van Leeuwenhoek van Bobroff, il disait encore il y a quelques temps, ben il n'y a pas d'équateur magnétique. Et maintenant, il est en train de dire, ouais, mais l'équateur magnétique, ben il y en a. Et il me montre quoi ? Il me montre ça sur une Mercator. Montre-moi ça sur une Lambert stéréoscopique. Est-ce que c'est possible ? J'aurais aimé profiter de vos outils informatiques, les amis, pour remettre à l'épreuve. Est-ce que c'est possible d'utiliser dans vos simulations une Lambert polaire, stéréoscopique polaire, tu vois ? Pour regarder une fois, parce que Mercator, quand même, c'est NOAA, les amis. Ici, la bonne démarche de la part de Z aurait été de nous montrer que le gars utilisait bien la bonne procédure. Mais non, Z préfère se moquer de la demoiselle et dire que j'insulte le gars en question. Donc, dans le monde de Z, dire à quelqu'un qu'il se trompe, c'est l'insulter ? Ça doit quand même être très stressant la vie de Z à force d'insulter l'ensemble de l'humanité, moins ses quelques followers. Ensuite, la position de l'équateur magnétique par rapport à Quito. Z nous balade de mensonges en idiotie. Mais la seule justification qu'ils parviennent à nous sortir, c'est « le magnétisme, ça bouge ». Donc ça bouge. Mais oh coup de bol, le gars avec son drone, il est venu là pile poil au bon moment où l'équateur magnétique passait par là. Le tout sans aucune mesure, bien entendu. Alors oui, le nord magnétique se déplace, mais voici son déplacement dans la durée. 55 km par an. De là à nous faire passer l'équateur magnétique à Quito, il y a quand même une marge d'un bon millier de kilomètres. Ensuite, il semble nous dire que la Mercator du champ magnétique ne lui convient pas, alors que c'est lui qui nous la dégaine pour se foutre de moi. Mon prof. C'est un cata. Herman le Doberman, encore un chihuahua qui vient... Comme si le fait de passer à une Lambert stéréoscopique allait changer les mesures. Donc ici encore, Z nous sort une preuve pour la rejeter ensuite quand elle lui pète au nez. La logique zedienne a des subtilités qui m'échappent. Enfin, comment expliquer que d'autres aient parfaitement réussi à calibrer leur drone au même endroit ? Bref, ici encore, Z aurait bien mieux fait de ne rien dire. Ces justifications ne justifient en rien les bêtises qu'il peut nous sortir à longueur de vidéo. Il faut repasser, débunk Martina Schiavone. Pourquoi vous débunkez pas le contenu que je vous envoie ? Ici encore, Z nous sort sa botte secrète. Nous sortir les propos d'un scientifique, ou les extraits d'une réelle étude scientifique de leur contexte, et nous demander de débunker le scientifique ou l'étude, quand il s'agit uniquement de débunker l'interprétation fallacieuse que Z en fait. Débunker le magnétisme, débunker Sophie Vanek, débunker Kong Kopouyen, etc., etc. Ici donc, il faudrait débunker Martina Schiavon. Ce qui est bien chez Z, c'est qu'il recycle ses arguments, malgré les retours de bâton incessants qu'il se prend dans la figure.
Il faut croire qu'à force, ça anesthésie vraiment. Alors, juste 2 choses à ce sujet. La première, c'est que Martina Schiavon nous parle des difficultés opérationnelles liées au matériel, à la topologie, aux compétences techniques des personnels chargés de faire ces mesures. À aucun moment, elle ne dit que ces mesures ont été impossibles à réaliser. Oui, les résultats sont sortis bien plus tard. Alors, avant que Z ne nous en fasse des caisses, précisons 2-3 petites choses. L'armée a financé l'expédition. Elle disposait de la logistique, des compétences et, l'humanité étant ce qu'elle est, elle avait l'intérêt scientifique. Disposer du modèle de la Terre le plus précis possible pour balancer ses obus au bon endroit. N'oublions pas qu'en 1905 et qu'en 1911, il y a eu quelques petites dissensions géopolitiques entre la France et l'Allemagne qui ont failli mener à la Première Guerre mondiale avec un peu d'avance. La seconde chose, c'est que cette prétendue impossibilité à pratiquer les études vole en éclats du propre chef de Z lorsqu'il nous montre la carte du modèle magnétique terrestre de 1919. A-t-il des mesures de ce même champ magnétique terrestre à l'époque de Poincaré? Non. A-t-il une seule mesure de ces incroyables perturbations magnétiques à l'équateur qui seraient en mesure de détraquer toutes sortes de matériel électronique? Pas très courant à l'époque de Poincaré, ceci dit. Non. Nous avons donc là un exemple typique du délire zédien reposant sur du vent et alimenté par ses propres fantasmes, qu'il nous faudrait pourtant débunker sous peine de passer pour des planqués. Eh ben, ici, c'est le magnétisme qui plie la lumière. Regarde, il y a un aimant. Il y a un aimant. Ah, ben, écoutez, j'ai vu des gens bêtes, hein, mais ils sont vraiment bêtes. Hein. Ah, Théos, je crois que t'étais un peu, toi, un peu, mais... Ah non, mais là, c'est la haine. Hein. Ah, t'as la haine. Ah, c'est normal, t'es haineux. Z a osé prétendre que le magnétisme pouvait courber la lumière. Mais quand on montre qu'il a encore une fois raconté des conneries, faute de pouvoir prouver l'inverse, il se moque. Du sujet. Donc Hermann produit de la lumière avec des photons. Ça leur casse la mâchoire de voir. Alors, ils sont tous en train de dire la lumière, mais ils prennent tous le laser. La lumière, c'est qu'il y a un laser. Hein? Attends, allume les lasers dans le salon, je vois rien. Eh, chou. Si Z est incapable de faire la différence entre la source de la lumière et la lumière, s'il est incapable de comprendre que le laser, grâce à son faisceau lumineux cohérent, est le moyen idéal de vérifier ses propos, alors qu'il continue à faire le clown. Ça, il sait très bien le faire. Mais qu'il arrête définitivement de se prévaloir d'une démarche scientifique, il n'a pas la moindre idée de ce que cela signifie. Il a évité tout ça. Il dit non, mais on va vite aller lire. Z, il sait pas lire. Non, Z, il sait pas lire. Hein? Je crois que ce truc de l'abstract, toi, t'es le seul à venir me la faire. Et l'abstract, il dit ça, et l'abstract, il dit ça. Z nous a présenté une étude scientifique censée démontrer son champ magnétique terrestre perturbé à l'équateur, prétendant ainsi démontrer sa vie plate magnétique. Je montre que, dès le résumé de l'étude, on parle bien d'un globe terrestre avec des satellites qui tournent autour, ce qui va à l'encontre totale de son modèle de biplate magnétique géostationnaire. Bon, ben l'abstract, il devrait dire alors qu'il y a plusieurs sortes de champs magnétiques différents. Et là, vexé de s'être fait prendre la main dans le sac, il nous sort la grosse Bertha pour démontrer, nom d'un petit bonhomme, que c'est lui qui a raison. Hein? La ceinture de Hadley, bon, ben non, c'est de la météo, ça, c'est pas de la science, hein. La ceinture de Hadley, Z, de quoi tu parles? Tu sais même pas de quoi tu parles, Z. Il faut parler de ceinture d'astéroïdes et de nuages de Oort. Il faut pas parler de ceinture de Hadley, Z. La ceinture de Hadley, c'est pas de la science. Tiens donc. Pire, non content d'être passé pour un affabulateur, il tient mordicus à nous montrer qu'il en est effectivement un. Il prétend que les cellules de Hadley sont d'origine magnétique et non pas le fait de convection thermique. Et ce, alors qu'il n'a absolument aucune étude, aucune mesure, aucune observation qui puisse étayer cette énième bêtise de sa part. Quand quelqu'un en arrive là, à balancer connerie après connerie pour tenter de faire oublier ses conneries précédentes, c'est que la démarche scientifique a été oubliée depuis très très longtemps.
Je rappelle à tout hasard qu'il est en train de s'en prendre au résumé de l'étude qu'il a lui-même présenté pour justifier son délire. Mais celui-là, tu vas le payer cher, celui-là, hein, Herman van Bobroff. Ah, tu veux faire quoi? Alors là, je reste sans voix devant la puissance de cet argumentaire. Il faut comprendre, les amis, il faut comprendre. La haine, il y a une haine, hein, il y a une haine, on peut pas nier le truc de Herman van Leeuwenhoek. Il faut rappeler le truc, il vient de débarquer, il y a quoi, il y a 1 ou 2 ans, là, et il voulait se taper des platistes. Et là, il s'ennuie, il se dit, je connaissais pas Z, je connaissais pas EMP. Ça va être difficile. Alors, on peut donner le bénéfice du doute, mais ça va être difficile. On pourrait, mais ça va être difficile. Je pourrais, mais ça sera très difficile. Herman van Leeuwenhoek, il essaie en réalité d'attirer l'attention des derniers petits globistes haineux qui traînent, parce que il a un peu la haine. Pourquoi? Parce que, ici, vous avez remarqué, les arguments sont scientifiques. Et pas consensuels du tout. Pas consensuels du tout. C'est quand même marrant de constater que les gens qui ne sont pas d'accord avec Z sont rapidement catégorisés comme des haineux. Comme si la haine était la seule motivation possible à notre désaccord. Sarcastique, oui, je l'admets et je ne m'en prive pas. Mais mes attaques portent sur les arguments qu'il défend et sur le fait que quelqu'un d'a priori normalement intelligent, non, ne riez pas, il est capable de se documenter pour aller chercher des informations scientifiques suffisamment pointues pour perdre le kidam moyen qui ne prendrait pas le temps de vérifier. Ce qui m'agace chez les Z, Dominique Mas, Nofir, nous y reviendrons en fin de vidéo, Éric Dubé et consorts, c'est le bullshit qu'ils nous pondent en s'appuyant sur des documents pourtant sérieux. Enfin, sérieux, la vidéo Big Think utilisée par Dominique Mas n'a absolument rien de sérieux. La question qui s'impose alors, c'est de savoir si ce résultat est le fait d'un manque de connaissances scientifiques ou un manque d'honnêteté intellectuelle, qu'il soit volontaire ou dû à un biais de confirmation mal récurrent chez les platistes. Mais nous ne sommes pas sur une chaîne de psychologie, je ne m'engagerai donc pas plus sur ce terrain. Enfin, c'est bien Z qui est venu me chercher une première fois sous cette vidéo consacrée à la seconde loi de Newton, action à réaction. Aucun lien avec le magnétisme ici. Puis, il a cru bon de me défier suite à un échange de commentaires chez Athéos. Herman! Hey! Herman van Leeuwenhoek! C'est maintenant que tu te réveilles, Kate! Oh, Herman! C'est quand que tu fais une vidéo sur le champ magnétique? Wow, s'il me cherche, pourquoi devrait-il s'étonner de finir par me trouver? Voyant que son ami Z était bien à la peine, Nofir a cru de son devoir de venir rehausser le débat. Z, tu devrais lui passer l'extrait de Francesco Lobue sur nous, dit qu'en théorie notre modèle tient la route, comme ça il ferme sa gueule. Oui, j'aimerais passer tout ça. Nofir, bien sûr, tout ça. Je passe sur l'extrait de Francesco Lobue, censé fermer ma gueule. Car, moi aussi, j'ai un extrait de la même personne pour lui rendre l'appareil. À Mons, devant le grand planétarium, d'un côté Z, un platiste très actif sur les réseaux sociaux, avec une conception bien particulière de la Terre. Plate des deux côtés. Comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. De l'autre, Francesco Lobue, un physicien de l'université de Mons, venu défendre le modèle scientifique qu'on connaît tous. A priori, elle est plutôt ronde. La Terre, elle est bien ronde, elle l'est, et c'est pas lui qui va me convaincre qu'elle l'est pas. Mais ce qui est... Maintenant, si Nofir a un extrait de Francesco Lobue, où celui-ci dit très clairement que la Terre est une biplate magnétique sans gravité, je suis très curieux de voir ça. Plus intéressant en revanche, l'éclipse de soleil du 23 mars 2015. Qu'il fasse la simulation de l'éclipse du 20 mars 2015. Mais il connaît pas, Nofir. Il connaît pas. Il connaît pas. Vous remarquerez que Z, qui ne me connaît pas le moins du monde, a pourtant la prétention de savoir ce que je connais ou pas. Bouffon, va. Il sait pas qu'il y a déjà 2 mathématiciens, ils sont venus nous rendre visite en privé pour dire effectivement que la simulation marchait pas, en tout cas pour celle du 20 mars 2015. Un alignement équatorial, ça fait une zone, ça fait une ombre dans la zone équatoriale. Ça fait pas une ombre en Suède. Alors, je suis allé voir la vidéo de Nofir.
Ici, Nofir ne peut pas être accusé de n'avoir pas fait de recherche. Seulement voilà. Il avait la réponse sous les yeux, mais peut-être qu'à force de penser plat, il en oublie qu'on peut aussi penser 3D. La Lune a bien coupé le plan de l'écliptique et l'axe Terre-Soleil ce jour-là, mais pas exactement au même instant. La Lune est passée dans l'axe Terre-Soleil un peu avant de couper le plan de l'écliptique. Ce léger décalage et les 380 000 km de distance entre la Terre et la Lune expliquent parfaitement cette éclipse du 20 mars 2015. J'ai effectué mon rendu avec Cycles, un moteur de rendu qui respecte les lois de l'optique. Alors maintenant que j'ai montré que l'éclipse du 20 mars 2015 était tout à fait possible en respectant ce que l'on sait du modèle héliocentrique, je renvoie la balle à Nofir et à Z, certains de leur haute capacité à nous montrer en quoi le modèle de la biplate explique mieux cette éclipse solaire que le modèle héliocentrique, et ce avec des arguments solides et vérifiables. Ici, nous avons une Terre biplate et immobile avec un Soleil et une Lune qui tournent autour d'est en ouest, le Soleil en 24 heures, la Lune en 25 heures. Elle perd un peu moins d'1 heure par jour par rapport au Soleil. Maintenant, la caméra suit le mouvement du Soleil, mais son objectif reste centré sur la Lune. Au fait, j'ai émis le lien vers mon fichier Blender au cas où il voudrait vérifier si je l'ai trafiqué. Question qui se pose. Il se pose énormément de questions, Herman Le Doberman. Je vais tenter d'y répondre, hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est pas éviter, non, c'est faire vraiment une tentative. Alors, L'eau est diamagnétique, elle est donc repoussée par un champ magnétique quelle que soit sa polarité. Z nous l'a montré en se foutant de moi et de la balance de Cavendish. ici on a beaucoup d'eau dans la pomme. On a beaucoup d'eau dans la pomme. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et une pomme bien juteuse. Propriété magnétique de la matière. L'eau qui se trouve dans la pomme, c'est de la matière. C'est du Mendeleïev, électrochimie. Comment peut-il donc y avoir de l'eau sur Terre si la gravité n'existe pas et que le magnétisme fait office de gravité? Attention, je ne veux pas d'explication foireuse genre attraction-répulsion en fonction de la polarisation. Je veux une démonstration empirique et vérifiable qu'un champ magnétique peut attirer de l'eau. Bon courage! Idem pour des matériaux aussi exotiques que du verre, du plastique, un caillou quelconque. Le champ magnétique terrestre a une intensité comprise entre 33 et 70 microtesla, là où un magnète de frigo monte à 1 Tesla. Comment peut-il alors permettre la rotation de la Lune et du Soleil autour de la Terre alors que la force centrifuge devrait les expulser au loin? Je rappelle, à tout hasard, que l'intensité du champ magnétique décroît avec la distance, alors que l'intensité de la force centrifuge augmente avec la distance. La rotation de la Lune autour de la Terre est donc déjà bien difficile à expliquer. Alors pour le Soleil... Et je ne parle même pas de l'alignement de ces deux astres sur l'équateur géographique, pas sur l'équateur magnétique. Si le magnétisme expliquait la gravité, alors pourquoi ma boussole peut-elle s'orienter horizontalement alors qu'elle est absolument incapable de s'orienter verticalement? Pourquoi, sur une biplate, le tremblement de terre de Valdivia n'a jamais été ressenti à New York, pourtant situé de l'autre côté de la galette? Comment Z explique-t-il le volcanisme, la dérive des continents et les tremblements de terre sur sa biplate? Quelle est la source du magnétisme sur sa biplate? Et avant qu'il ne parte dans son créationnisme, ici je m'intéresse à la nature de l'aimant, pas à sa genèse. Comment explique-t-il la rotation du ciel nocturne pendant la nuit et pendant l'année? Comment explique-t-il les marées?
Comment Z explique-t-il ça sur sa biplate? Attention, s'il nous parle de perspective, alors je le renverrai à ces 3 vidéos qui montrent à quel point cette idée est stupide. En revanche, s'il nous parle de réfraction atmosphérique, alors il lui faudra nous expliquer comment cette mystérieuse atmosphère biplatiste peut nous faire apparaître sous l'horizon un bateau manifestement situé au-dessus de cet horizon, alors que dans le même temps, cette atmosphère nous fait apparaître un soleil situé supposément au niveau de l'horizon, très haut dans le ciel. Comment explique-t-il l'éclairage de la Terre durant l'hiver? A-t-il une seule mesure qui puisse valider sa biplate et invalider le globe imparfait? Ces questions, Z n'y répondra jamais, du moins jamais de manière acceptable scientifiquement parlant, car il n'en a absolument aucune idée. Les réponses sont pourtant simples et évidentes avec le modèle héliocentrique, mais il n'y a aucune réponse possible sur une Terre biplate magnétique sans gravité. Et Z voudrait que je discute avec lui en live? Mais bon, Herman le Doberman, on a compris, vocodeur, il se planque, il n'a pas vraiment envie de venir s'expliquer, en tout cas en live. Il n'a pas vraiment envie. Moi je comprends, hein, il a peur de se faire péter la tête. Et ça c'est une possibilité. Certains, c'est le YouTube. Donc descends de ton nuage, Van Bobrov, et viens discuter avec les êtres humains. Qu'on puisse faire quelque chose de constructif. Mais quel intérêt? Quel intérêt y aurait-il à échanger avec quelqu'un qui se fout à ce point des réalités scientifiques, qui prétend refaire les lois de la physique comme bon lui semble, qui base tout son modèle sur du vent, qui exige des faits empiriques mais qui n'en a aucun à proposer pour appuyer le dit modèle? Voilà, inutile d'en rajouter, si Z ne comprend toujours pas que son modèle de biplate magnétique sans gravité est impossible, alors son problème ne dépend plus de moi, mais d'une personne spécialisée dans un domaine où je suis parfaitement incompétent. Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Oui, oui, même à Z, à son groupe de biplateux et à ses frères 2D comme il les appelle. Continuez à prendre soin de vous, et surtout, n'oubliez pas,